Je vous propose de commencer notre soirée. C'est avec plaisir qu'ILC France vous accueille pour ce nouveau webinaire qui est particulier dans son organisation puisqu'il va être constitué de 2 temps distincts mais complémentaires autour d'une thématique particulière. Le premier temps, c'est l'accueil de notre conférencier Jean-Pierre Widmer sur la thématique de la vulnérabilité financière. Et la seconde partie portera sur le prix ILC, Société française de gériatrie et de gérontologie, qui sera présenté par le président du jury, Charles Lambert, et qui annoncera le lauréat de ce prix. Donc, je cède tout de suite la parole à Françoise Forest, présidente du Conseil d'orientation stratégique et scientifique d'ILC France. Françoise, à toi. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est avec un très, très grand plaisir que je vais présenter l'orateur d'aujourd'hui, qui n'est autre que le président d'ILC France depuis 2013, Jean-Pierre Widmer. Alors, Jean-Pierre Widmer est ancien élève de l'IX, il a une formation absolument remarquable, puisqu'il est ancien élève de l'IX, de l'INSAE, de l'Institut des actuaires, du Centre des hautes études de l'assurance. Il a occupé de nombreux postes de CEO ou de président dans différents organismes bancaires ou assurantiels. Il s'est intéressé à la gérontologie. Qu'est-ce que tu fais, Fatou? Tu me retrouves tout de suite, ton risque. S'il vous plaît, coupez vos micros. Est-ce que toutes les personnes qui ne parlent pas peuvent couper leur micro parce qu'on les entend? Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, non seulement il a occupé ces postes importants, mais il s'est intéressé à la gérontologie depuis très très longtemps. Il est aussi écrivain et il a écrit en 2010 « Enfin senior », très très intéressant et préfacé par quelqu'un de très bien. Et en 2014, « Tant qu'il y aura des seniors », qui avait été préfacé cette fois-ci par notre ami Jean-Hervé Lorenzi. Il professe l'idée que le vieillissement est porteur d'un potentiel économique considérable. Nous ne pouvions pas trouver meilleur orateur pour nous parler de la vulnérabilité financière des personnes âgées. Jean-Pierre, je te donne la parole pour 20-25 minutes. Merci Françoise, merci pour ces paroles élogieuses comme d'habitude. Donc, quand on m'a proposé ce thème, écoutez, j'ai pas beaucoup hésité devant la sollicitation de Jean-Pierre Aquino et de Françoise Forest. Le sujet de la vulnérabilité financière, en plus, c'est un sujet très vaste. Je m'en suis aperçu parce que vraiment, en préparant cette intervention, c'est vraiment tout à fait intéressant. D'abord, quand on parle de… Ah, du coup, je n'arrive pas à faire passer mes slides. Voilà, j'appuie. Tout d'abord, on est confronté à un problème de définition, puisque la vulnérabilité, c'est un terme qu'on doit utiliser avec précaution, puisqu'il ne renvoie pas toujours au même contenu. Et en plus, il y a un caractère probabiliste, dans le sens où cette notion ne caractérise pas précisément un état, mais un risque de connaître un état ou de vivre un événement. Et une étude de 2018 a été faite à partir du baromètre santé 2010, a ainsi défini 3 situations de vulnérabilité. 1, l'absence de lien social. 2, la faiblesse des revenus du foyer. 3, bien évidemment, la forte limitation fonctionnelle dans les activités du quotidien. Et pour montrer effectivement l'importance du sujet, eh bien, cette étude chiffre que dans la période, alors effectivement, je suis désolé, les slides sont un peu cachés par en tous les cas dans mon écran, par les différents intervenants. Mais ah bon, très bien. On voit tout, nous. Eh bien, parfait. Il n'y a que moi, donc c'est bien, j'ai le texte, moi. Oui. Donc, l'étude s'est intéressée en fait aux personnes entre 55 et 85 ans. 55 ans parce qu'ils considéraient que beaucoup de gens se retrouvaient finalement en pré-retraite à peu près à ce moment-là. Et donc, il pouvait y avoir effectivement une rupture et donc un certain nombre d'effets. Et vous voyez que le chiffrage, c'est que plus d'une personne sur 10 est vulnérable, soit du fait de l'absence de liens sociaux, soit du fait d'une limitation fonctionnelle. Et plus inquiétant, plus de 25%
des gens de cette tranche d'âge sont vulnérables financièrement. Et donc, en plus, on sait qu'il y a des effets d'interaction existants entre les multiples facettes de ce concept. Par exemple, le degré de vulnérabilité de développement d'incapacité fonctionnelle des personnes âgées dépend non seulement de leur état de santé, mais également d'autres caractéristiques, comme le lieu de vie, les facteurs sociodémographiques, le sexe, l'âge, la présence d'un soutien social ou familial. Et en plus, il existe des phénomènes d'accumulation de désavantages sanitaires, sociaux et économiques qui accroissent les inégalités entre populations. Ce sujet est donc vaste. Je rappelle d'ailleurs, il est vaste et il est croissant. Je rappelle que le vieillissement n'est pas un vain mot, et j'aime bien ce chiffre-là parce que finalement, c'est plutôt sympathique. Mais aujourd'hui, près d'un Français sur 10 a plus de 75 ans. En 2040, et ça va venir vite, ça sera un Français sur 6. Et là, je pense qu'on verra effectivement les effets du vieillissement. Et donc, il y a un vrai sujet en termes de vulnérabilité financière. C'est pour ça que je vais me limiter aujourd'hui sur deux aspects assez différents, mais qui découlent l'un de l'autre. Le premier, c'est en fait la vulnérabilité financière des dames, en particulier dans la préparation de la retraite. On va voir par un certain nombre de facteurs qu'il y a effectivement, malheureusement, un phénomène de vulnérabilité financière spécifique pour les dames. Et le deuxième sujet, puisque c'est un sujet croissant, eh bien, les autorités de tutelle financières se sont interrogées et ont réfléchi et continuent à réfléchir sur l'évolution des pratiques commerciales face à la vulnérabilité éventuelle des clients. En préambule, je voudrais d'abord rajouter que des études, malheureusement, montrent que notre espérance de vie est généralement supérieure à l'espérance de vie de notre patrimoine. C'est-à-dire que finalement, en fin de vie, lorsqu'on commence à avoir des problèmes de santé, qu'on a éventuellement une perte d'autonomie et que ça risque de coûter finalement de manière importante, eh bien, on arrive au bout de notre patrimoine et donc un certain nombre de gens, de nos concitoyens, risquent d'avoir des problèmes. Et c'est pour ça que le sujet est effectivement extrêmement important. Il faut bien préparer sa retraite. Pour le premier volet, donc la vulnérabilité financière des femmes, je me suis appuyé sur une étude de HSBC de 2011 qui interrogeait 17 000 personnes dans 17 pays différents, pays développés. J'ai pris cet exemple parce que c'est intéressant d'avoir le côté international et de voir que cette problématique, certes, peut être renforcée dans tel ou tel pays, mais finalement assez générale dans le monde. Et en dépit des progrès pour l'égalité entre les sexes, on sait que les femmes, malheureusement, sont encore très vulnérables. Et quand, dans cette étude, on a interrogé les femmes quinquagénaires, on s'aperçoit que 58% des femmes considèrent ou associent la retraite aux difficultés financières, alors qu'il n'y a que 36% des hommes qui ont cet avis. Or, vous savez bien que les femmes vivent en moyenne 6 ans de plus que les hommes, et donc elles ont besoin de provisionner des revenus complémentaires. Or, c'est une autre difficulté, les femmes sont moins proactives dans la constitution et la gestion de leur patrimoine. Et ceci provient de plusieurs effets, de plusieurs facteurs. Le premier facteur, malgré tous les efforts, il y a encore une certaine inégalité salariale qui existe. J'ai lu dernièrement une étude sur la fonction publique. Prenons cet exemple. Eh bien, dans la fonction publique, le salaire net en équivalent temps plein des femmes est inférieur de 12% à celui des hommes. Vous ajoutez là-dessus des carrières hachées, affectées par les maternités, l'éducation des enfants, etc. Eh bien, cette réalité se traduit immanquablement par des conséquences lors du passage à la retraite. Et en 2019, la pension moyenne brute de droit direct d'un agent de l'État était ainsi de 2 078 € pour une femme, contre 2 483 € pour un homme, c'est-à-dire 20% de moins, ce qui n'est pas négligeable. Le deuxième point, c'est le rôle
moins actifs dans la planification financière du ménage. Il existe encore une partition des rôles au sein du couple entre les hommes et les femmes. Et on voit encore que les hommes sont plutôt en charge des postes budgétaires lourds, comme le remboursement des emprunts, le loyer ou l'épargne retraite, alors que les femmes se consacrent plutôt sur les dépenses quotidiennes. Et ceci fait que malheureusement, elles sont moins proactives sur les sujets de pré-retraite. Le troisième facteur, c'est tout à fait à votre honneur, mesdames, c'est que en France, assurer l'avenir de ses enfants et donc transmettre du patrimoine est une réelle priorité, et en particulier pour les femmes. Et dans cette étude, il était intéressant, lorsqu'on demandait si c'était important ou très important de transmettre du patrimoine, eh bien, on voyait que 79% des Françaises considéraient ça effectivement comme important ou très important. Même question au Canada, ce n'était que 58% des Canadiennes qui considéraient ça comme important ou très important. Et donc là, on voit bien qu'il y a plutôt une transmission vers les enfants au détriment de son épargne retraite. Le quatrième point que je voulais mettre en exergue, c'est de notre nature, c'est que la gestion d'une épargne retraite est un investissement long terme. Et donc, ça nécessite une prise de risque accrue. Vous ne pouvez pas mettre votre épargne retraite sur un livret A. Certes, il ne serait pas risqué, mais la performance en face n'est pas suffisante. Vous avez, comme c'est une épargne long terme, vous avez intérêt effectivement à prendre un peu de risque et donc une certaine exposition à l'action. Or, les Français, et les femmes en particulier, se distinguent parmi tous les autres pays pour une aversion au risque. Et donc, quand on demande « est-ce que vous avez un profil prudent ?», eh bien, c'est le cas de 59% des Françaises et 40% des Français, alors que quand on regardait le global sur les 17 000 personnes dans le monde, eh bien, vous aviez seulement 39% des femmes et j'ai loupé ma… Oh, je ne le vois plus. 25% des hommes. Et 25% des hommes. Et je ne parle pas des Chinois, qui sont à 12% en matière de prudence, ce qui est assez intéressant. Donc, on voit bien que tous ces facteurs militent pour qu'il y ait un vrai effort de sensibilisation et de formation pour les dames, pour qu'elles préparent de manière effectivement très active leur retraite et donc à être effectivement moins vulnérables. Et ceci fait un lien tout à fait simple avec le deuxième point qui est en fait le rôle du conseiller financier. Parce que pour faire cette épargne, vous avez besoin d'un conseiller financier qui soit capable de vous aider à vous retrouver dans cette jungle des différents produits financiers qui peuvent exister. Et les financiers sont assez imaginatifs, donc ça devient de plus en plus complexe. Et c'est là où effectivement les autorités de tutelle, pardon, il faut que je change de slide, qui sont l'AMF et la CPR, ont réfléchi et ont commis un rapport sur l'adaptation des pratiques commerciales des établissements financiers au vieillissement démographique. En effet, les capacités cognitives, alors ça, messieurs, dames les médecins, gérontologues, je suis désolé, je vais vous rappeler des choses que vous connaissez, moi je l'ai appris, les capacités cognitives changent avec l'âge. Et finalement, au cours de leur vie, les individus s'appuient plus sur leurs connaissances, leurs compétences, l'expérience accumulée. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence cristallisée. Par contre, dans le même temps, ils connaissent une diminution de leur flexibilité mentale et de leur capacité à traiter des informations nouvelles et plus complexes. Et on parle là de l'intelligence fluide. Le vieillissement cognitif normal interfère peu avec des tâches quotidiennes, de routine comme la gestion des comptes courants. En revanche, le déclin des capacités cognitives fluides peut constituer un véritable obstacle à la bonne gestion financière de ses affaires, notamment lors de la prise de décisions complexes ou totalement nouvelles. Et on voit d'ailleurs, lorsqu'il y a des évolutions sur le site web d'une banque ou à faire des virements électroniques, on voit qu'il y a une difficulté d'un certain nombre de personnes âgées qui sont effectivement en difficulté et avec des risques d'erreur extrêmement importants. Et alors, j'ai une très mauvaise nouvelle, compte tenu de l'âge moyen des gens qui écoutent,
c'est qu'il y a une étude qui a été faite en 2009 par un économiste comportemental de Harvard qui s'appelle Sumit Argaval, qui a démontré que la capacité de prise de décision financière atteint une performance optimale au milieu de la cinquantaine, pour ensuite décliner tout au cours de la vie. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les seniors. Et pour vous illustrer ce propos, en fait, il a fait une courbe avec le taux d'erreur pour le calcul d'un taux hypothécaire selon l'âge de l'emprunteur. Et on voit effectivement sur la courbe que vous avez un taux d'erreur assez normal au départ, parce que les gens ne sont pas tout à fait… ils ont oublié la règle de 3 dès le départ, ou ce n'est pas complètement appris. Et puis ensuite, vers la cinquantaine, on est plutôt optimal, mais après, malheureusement, ça se dégrade. Et ça, c'est un vrai sujet. Et donc, fort de ce constat, l'affaiblissement des fonctions cognitives, ça peut engendrer effectivement une vulnérabilité particulière, qui peut se présenter dans différents points. D'abord, effectivement, globalement, une diminution progressive de la compréhension financière. On n'y revient pas. Le deuxième point, c'est une adaptation insuffisante aux nouvelles formes de communication, que ce soit l'utilisation du net, que ce soit l'utilisation des smartphones, pour un certain nombre de choses, avec également des risques d'erreur importants. Troisième chose, c'est l'affaiblissement de la vigilance. Et on sait que, d'ailleurs, les démarches commerciales au domicile des gens où les gens sont finalement un peu moins méfiants, fait que ça doit être encadré et c'est le cas parce qu'il peut y avoir effectivement des dols de ce côté-là. Quatrième point, c'est le risque d'achat de produits inadaptés, Et là, on sait bien que un certain nombre de personnes âgées achètent des produits liquides de très long terme, ce qui n'est pas du tout adéquat, ou acceptent des demandes de contrepartie démesurées avec des ventes liées. Le quatrième point, c'est le renoncement à des produits nécessaires. Et ça m'a toujours étonné, mais on voit effectivement, malheureusement, des personnes âgées qui renoncent en particulier à de l'assurance dommage. On sait bien qu'il faut mieux être assuré pour ses biens. Et si vous renoncez, ça peut avoir des effets tout à fait dévastateurs. Le point suivant, c'est le risque de maltraitance financière par les proches. Bon, celui-là est un peu touchy, mais on voit que malheureusement, ça peut être le cas et que là aussi, les conseillers financiers doivent être absolument extrêmement vigilants pour vérifier ce genre de choses. Et enfin, dernier point, et il y en a d'autres, c'est baisse inopportune de l'aversion au risque. Bon, bien sûr que tout cela peut se cumuler avec d'autres paramètres corrélés à l'âge, comme des problèmes de santé, l'isolement social ou les accidents de la vie, comme le veuvage. Et donc, les personnes âgées sont plus particulièrement la cible de pratiques déloyales et d'arnaques. D'autant que de nombreuses études montrent que la capacité à gérer ses finances est affectée dès l'apparition des premiers troubles cognitifs issus du vieillissement normal et donc pas forcément liés à une future évolution pathologique. Donc les autorités de contrôle veulent faire évoluer les pratiques de commercialisation à l'égard des personnes âgées. Ceci, d'ailleurs, s'inscrit dans une évolution de la réglementation européenne qui date de 2018 pour la protection de la clientèle, consacrant le principe de gouvernance produit. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gouvernance produit? C'est en fait d'obliger les établissements financiers à placer davantage les intérêts des clients en amont, que ce soit dès la conception du produit et au cœur de l'acte commercial. Alors, vous avez sûrement entendu dans les journaux parler de la MIF 2, c'est la directive des marchés des instruments financiers, de la DDA, qui est la directive de distribution de l'assurance, du règlement PRIPS, qui est Package Retail and Insurance-Based Investment Products, qui concerne tous les produits liés, etc. Et cette approche centrée sur le consommateur ne s'adresse pas bien évidemment uniquement aux personnes vulnérables, mais participera à la prise en compte des spécificités de cette clientèle vieillissante. En particulier, quand on dit dès l'origine, quand vous concevez un produit dans un établissement financier maintenant, vous devez définir la cible de clientèle à laquelle ça s'adresse, et donc vos forces commerciales ne pourront vendre normalement ce produit qu'à cette cible déterminée. La difficulté, c'est que le déclin des capacités est un phénomène propre à chacun, qui ne touche pas chaque individu de la même manière et au même moment de sa vie. Ainsi, l'âge n'est pas un indicateur suffisant de la vulnérabilité de la personne. Je peux vous assurer que mon père, à 92 ans, avait encore toutes ses capacités intellectuelles.
Certes, diverses mesures existent au sein des institutions financières. Il y a un certain nombre de règles, limites de commercialisation de certains produits complexes ou risqués en fonction de l'âge. Il y a une déclaration d'adéquation qui normalement doit être faite en fonction du client, ou ce qu'on appelle un suitability test. Il y a fixation automatique d'un entretien avec le client à partir d'un certain âge pour faire un point sur sa situation. Il y a, alors ça m'a surpris, mais ça existe effectivement dans un certain nombre d'établissements, des alertes et des contrôles systématiques en cas d'opération inopérante. Si la personne âgée commence à faire des prélèvements ou des tirages de cash pendant la nuit, bah, les gens se posent des questions et normalement, il y a une alerte qui fait que le conseiller pose des questions à la brave dame ou au brave monsieur pour savoir pourquoi la nuit, il fait des retraits. Et puis, il y a effectivement des efforts de formation et d'accompagnement des conseillers. Mais on voit bien que toutes ces mesures sont basées seulement sur le critère de l'âge, ce qui est discriminatoire. Et donc, l'idée, c'est quid d'une identification plus fine concernant la vulnérabilité des seniors. Et là, il peut s'avérer nécessaire de réfléchir à d'autres critères objectifs dont la prise en compte permettrait aux conseillers financiers d'adapter une vigilance renforcée, mieux ciblée pendant le processus de commercialisation, surtout pour la clientèle qui se situe dans la zone grise. Alors, vous reconnaîtrez qu'il est délicat, voire inapproprié, pour un conseiller de discuter directement avec son client de ses capacités cognitives. Et donc, il y a intérêt à avoir des indicateurs. Et donc, les autorités de tutelle ont fait un partenariat de recherche avec la Fondation du risque de l'Université de Dauphine pour un travail sur la base de données SHARE. Alors, la base de données SHARE, c'est Survey on Health, Aging and Retirement in Europe. Et ce travail de recherche a permis d'identifier certains facteurs susceptibles de témoigner de la vulnérabilité chez la personne âgée. Ils ont effectivement déterminé qu'un faible niveau d'éducation ou de revenus, un horizon court de planification financière ou une faible tolérance au risque sont des éléments associés à un faible niveau de numératie. Alors, qu'est-ce que c'est que la numératie? C'est en fait la capacité à maîtriser les concepts de base de mathématiques ou de probabilité. C'est la compétence nécessaire pour une bonne gestion de ses affaires financières. Et donc, l'idée de recherche est donc d'établir un modèle prédictif de vulnérabilité élaboré sur la base de ces critères qui fournirait une estimation du niveau de numératie d'un client et ainsi signaler la nécessité pour le conseiller d'un accompagnement renforcé ou au moins encourager le conseiller à vérifier la bonne compréhension du client des informations qu'il lui délivre. D'autant que ces établissements financiers, en fait, enregistrent ou collectent dans le profil investisseur et dans le KYC. Alors, le KYC, c'est Know Your Clients. Donc, quand vous rentrez dans une banque ou chez un assureur, on vous demande plein d'informations. Et ces informations sont en fait des données susceptibles de refléter aussi le niveau de numératie. Et donc, l'objectif, c'est de démontrer la possibilité de mise en place d'outils opérationnels permettant de participer à la détection précoce de la vulnérabilité des clients. Ceci étant, il vaut mieux prévenir que guérir. Et il faut rappeler qu'il existe aujourd'hui des dispositifs légaux qui peuvent protéger ceux qui en ont besoin. Alors, le dispositif de base, tout le monde le connaît, c'est la procuration. Bon, vous pouvez le faire à tout moment. Il faut donner les moyens à un mandataire et vous pouvez faire une procuration partielle ou totale. Ceci est effectivement déjà une protection. Mais il existe depuis 2007 un autre dispositif qui est relativement peu connu, qui est le mandat de protection future, qui permet de préparer le moment à partir duquel vous ne serez plus capable de gérer seul vos placements. Par ce dispositif, vous désignez un ou plusieurs mandataires dans le cas où vous perdriez vos facultés ou vous ne pourriez plus exprimer vos volontés. Ce mandat peut être rédigé soit sous seing privé, et à ce moment-là, le dispositif fait que les pouvoirs du mandataire sont assez restreints, et pour les actes dits de disposition, il faut passer devant le juge des tutelles.
soit par un acte notarié, où là, effectivement, les pouvoirs du mandataire sont effectivement plus larges. Et ce mandat ne prend bien évidemment effet que si le mandant perd ses facultés. L'activation du mandat se fait par présentation du mandat et d'un certificat médical constatant l'altération des facultés par un médecin spécialisé et agréé auprès du tribunal d'instance. Il existe également trois systèmes plus contraignants, mais alors là, on n'est plus dans la zone grise, c'est-à-dire que généralement, les gens sont en perte d'autonomie. C'est la curatelle et la tutelle. Et je dis trois parce que moi, pour ma chère maman, j'ai en fait été confronté à un juge des tutelles extrêmement intelligente et extrêmement helpful, j'allais dire, qui m'a fait, en fait parlé de l'habilitation familiale. Et l'habilitation familiale, c'est en fait une sorte de curatelle, sauf que vous pouvez faire toutes les opérations de la vie quotidienne. Et il n'y a que dans 3 cas où vous devez effectivement demander l'autorisation au juge des tutelles. Un, lorsqu'il y a des grosses transactions du style vente immobilière ou ce genre de choses, enfin transactions immobilières. 2, lorsque vous faites une donation. Là, effectivement, si vous commencez à vous donner de l'argent, il faut peut-être que le juge des tutelles intervienne dans le process. Et 3, lorsqu'il y a un conflit d'intérêts évident, si vous demandez à votre maman qui n'est plus tout à fait autonome d'investir dans la société que vous allez créer, il y a peut-être un petit conflit d'intérêts. Il vaut mieux que le juge des tutelles regarde le sujet. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de process possibles. Et la difficulté dans le choix, bien évidemment, est dans l'identification du moment où la personne devient vulnérable. Et donc, pour en revenir au conseiller financier, en fait, il peut toujours demander, lorsqu'il a un doute, que le client vienne avec une personne de confiance. Mais ce qui est important, et ça, rien ne se le remplacera, c'est en fait la relation humaine qui est fondamentale entre le conseiller et son client pour arriver à détecter précocement les premiers signes de vulnérabilité. Voilà, j'en ai fini. J'ai juste un dernier slide pour vous rappeler que tout ceci est important. C'est que finalement, être vieux, c'est juste être jeune de vue plus longtemps que les autres, et c'est tout. Absolument. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de ton exposé passionnant et d'une clarté absolument exemplaire. Alors, on va passer maintenant aux questions que va diriger Charles. Vous pouvez écrire tout à fait sur le thème conversé que vous avez en bas pour que l'on voit vos questions. Moi, je voulais te demander quelque chose quand tu dis il faut un conseiller financier, mais pour ça, il faut que la personne âgée ait une retraite relativement suffisante et un patrimoine. Oui. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ont 1000 euros de retraite et pas le moindre patrimoine. Est-ce que tu sais combien de personnes en France âgées seraient capables ou en situation de demander l'aide d'un conseiller financier? Est-ce qu'on sait ça? Alors, d'abord, c'est vrai qu'il y a une question de moyens. Et c'est vrai que plus vous avez de moyens, plus effectivement la problématique et le choix des outils peut être important. Ceci étant, moi j'ai été très étonné parce que vous avez des gens qui ont des revenus relativement faibles et qui se constituent néanmoins un bas de laine. Et même si ce bas de laine est relativement faible, il faut arriver à le placer. Et placer sur du long terme, c'est un vrai métier. Et donc, je ne vais pas faire de prosélytisme pour les banques ou les assureurs. Dans chacun de ces métiers-là, vous avez effectivement des conseillers qui… Alors, vous avez de toute façon des conseillers de différents niveaux. Vous avez la banque privée qui va s'occuper des gens avec des gros patrimoines, mais vous avez des conseillers dans les agences qui peuvent tout à fait vous aider, et en particulier dans des établissements comme la Poste, qui ont une clientèle qui est finalement assez peu fortunée. Vous avez aussi des possibilités et de leur montrer. Bon, moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'assurance vie, Aujourd'hui, l'assurance vie, c'est un des outils les plus performants. C'est un vrai couteau suisse parce que finalement, vous mettez de l'argent dans quelque chose, vous pouvez récupérer à tout moment. Enfin, vous avez beaucoup d'avantages. Or, aujourd'hui, vous avez effectivement la possibilité de mettre dans ce qu'on appelle le fonds euro,
qui, compte tenu de l'évolution des taux financiers, fait que de moins en moins cela rapporte, mais enfin, ça rapporte encore aujourd'hui 1 à 2%, ce qui est quand même largement supérieur au livret A. Et par ailleurs, si vous avez du long terme, vous avez tout ce qu'on appelle les unités de compte, qui peuvent être des obligations, qui peuvent être des actions, etc. Et là-dedans, même si vous mettez que des montants relativement restreints, vous avez besoin de quelqu'un qui soit à vos côtés et qui vous dise, bah voilà, ça, suivant votre profil de risque, prenez plutôt ce type de choses ou ce type de choses. Et c'est vraiment important. Alors, bien évidemment, et c'est pour ça que je finis par ça, la relation de confiance entre le client et le conseiller financier est primordiale. Et je vais faire hurler peut-être mes anciens collègues des établissements financiers, mais ce n'est pas tellement la qualité de l'établissement financier, c'est la qualité du conseiller que vous avez en face. Je suis bien d'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est que bon, tout le monde a un compte bancaire nécessairement pour recevoir, ne serait-ce que pour recevoir sa retraite. Donc, il y a nécessairement dans cette banque un conseiller financier et qui devrait s'occuper prioritairement des personnes très âgées dont il se rend compte qu'elles sont peut-être en vulnérabilité financière. Et il y a effectivement, dans un certain nombre des réflexions dans les établissements financiers pour allouer des conseillers spéciaux pour les seniors. Voilà. Je me permets de prendre la parole. Je suis assistante sociale dans un hôpital gériatrique, Caroline Rousset. Voilà. J'ai quand même l'occasion très régulièrement de voir des personnes âgées, isolées et assez perdues, qui ont des crédits à la consommation parce qu'elles étaient en découvert. C'est quand même. Alors, vous nous dites qu'il y a des cibles pour ne pas proposer ce genre, enfin, pour ne pas proposer certains produits à certaines personnes. Comment cela se fait-il que des personnes âgées soient encore dans les cibles des crédits à la consommation ou des crédits revolving, enfin des choses invraisemblables? Oui. Vous avez raison. Alors, les établissements financiers sont de plus en plus contrôlés. Ceci étant, vous avez beaucoup d'acteurs dans tous les sens et vous savez que vous pouvez faire du crédit à consommation pour acheter quasiment. Vous allez chez Darty, vous achetez un grand téléviseur, vous pouvez faire un crédit à consommation. Et là, malheureusement, oui, mais là, moi, j'ai vu des banques, des vraies banques, faire des crédits, parce que ma personne âgée, elle ne va pas chez Darty acheter un grand truc, ou alors c'est qu'on lui a piqué sa carte bleue et que là, il y a un autre problème. Mais moi, j'aime entendre qu'il y ait des cibles qui ne soient pas, pour chaque produit. La première des choses, ça serait ne jamais faire un crédit que des établissements banquiers ou des assurances ne puissent faire ce genre de choses, parce qu'on le voit quand même assez fréquemment quand même sur des gens très isolés et très en difficulté. Non, vous avez raison. J'espère que statistiquement, il n'y a quand même pas trop. Nous, on voit les pieds à l'hôpital. Mais malheureusement, vous avez toujours. C'est comme toujours dans toute population, vous avez la même part de gens indélicats. Ouais. Malheureusement. Voilà, bon, je tenais quand même à mettre un petit peu de ma réalité là-dedans. J'ai une question intéressante de Mathilde Groussard qui concerne à la fois l'assureur, on va voir pourquoi, et les gériatres, on va dire. Avez-vous connaissance d'outils, notamment cliniques, existants qui permettent d'évaluer les capacités de gestion financière des sujets, en particulier lors de l'apparition d'une pathologie neurodégénérative? Alors, il y en a un que tout le monde connaît, ça s'appelle les IADL, c'est inventé par les assureurs, et dedans, il y a une question sur la capacité à gérer son budget. Mais à part ça. C'est le but de cette réflexion que fait l'AMF, c'est effectivement d'arriver à trouver un certain nombre d'outils qui permettent aux conseillers financiers d'avoir des warnings et de dire oh là, attention, là, il y a un vrai sujet. Et de rentrer dans un process beaucoup plus prudent qu'il ne le ferait d'habitude. Je
je reprends à nouveau le cas de ma maman parce que moi, ça m'a marqué et il est très récent. Je considérais que ma maman était tout à fait autonome, etc. Et quand mon père est disparu, nous avons eu un vrai choc. Donc, pour les gériatres dans la salle, vous connaissez tous le test de l'horloge. Maman a eu 0. Pardon, pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, le test de l'horloge, c'est simplement, on vous demande de mettre 10h10 ou 11h, je ne sais pas quoi, enfin 1 heure, de dessiner une horloge, le cadran et de mettre la petite aiguille et la grande aiguille. Maman avait une montre pas du tout électronique, lisait l'heure sans aucune difficulté. Quand on lui a demandé de dessiner l'horloge, elle a été incapable de le faire. Donc, il y a un certain nombre de tests. Sauf que quand vous êtes conseiller financier, vous pouvez difficilement demander à votre client, vous pouvez me dessiner une horloge en marquant 10h10. Et on voit bien qu'il y a un petit sujet, donc il faut qu'on arrive à trouver d'autres indices. Et c'est là où je trouve que l'étude de l'AMF avec cette fondation du risque intéressante, c'est d'essayer de trouver des facteurs autres, en dehors de l'âge, qui puissent mettre la puce à l'oreille et éviter des comportements inadéquats. Alors Alain Franco avait peut-être une réponse. Vous m'entendez là? Levez la main. Vous voyez, ça crée des aboiements incontrôlés. Voilà. Non, j'ai trouvé l'exposé excellent, presque trop court et très bien pensé. Je veux dire, vous avez une inspiration gérontologique en parlant des finances. Finance, c'est ce qui n'est pas fréquent. Alors, moi, pour rester dans ce sujet, le mot numératie m'a intéressé. Je ne sais pas trop s'il est d'origine anglaise ou autre, mais je me suis dit, tiens, les banquiers ont inventé un test cognitif spécialisé pour les problèmes financiers. Donc, j'ai pensé qu'il y avait une réponse à la question qui a été posée par quelqu'un d'autre. Et puis finalement, j'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est sur le plan gériatrique ou neurologique ou psychologique ou neuropsychologique, on a tous les tests qu'il faut pour savoir que quelqu'un commence à dérailler et n'a plus la possibilité de calculer. Et donc, ça, c'est très facile. La vraie question, elle est éthique. Je veux dire, qui est-ce qui doit faire passer ça? Qui doit avoir la volonté de le faire? Est-ce qu'on accepte l'agisme qui consisterait à dire à partir de tel âge, le compte en banque n'est possible que si les gens ont les moyens de répondre? Enfin, véritablement, on a un nœud de complications éthico-juridiques qui dépasse complètement la bonne foi du financier. Et là, je trouve que votre présentation, je trouve, ouvre des portes multiples sur ce vrai débat qui n'est pas réglé. Alors, ma question très courte, numératie, est-ce que ça s'accompagne d'échelles d'évaluation? Alors là, vous me posez une colle. Il faut que je vérifie. Je n'ai pas été vérifié, mais ça doit exister. Ceci étant, c'est là où il faut que je me rapproche d'ailleurs de la… Et on vous amènera la réponse, mais il faut que je me rapproche de la Fondation du risque et de l'Université Dauphine, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Visiblement, ils en étaient au balbutiement et ils lançaient cela, mais aujourd'hui, moi, je suis dans plein de secteurs avec le data scientisme. Vous savez qu'on développe aujourd'hui des modèles extrêmement performants pour arriver à savoir si vous voulez une voiture rouge ou une voiture verte. Donc, si on est capable de faire ça, on est sûrement capable de faire des travaux sur vos capacités et vos compétences. Je pense que le mot numératie est un copier-coller de littératie en santé. La littératie en santé, c'est l'aptitude de l'individu à utiliser toutes les informations concernant le champ de la santé pour son application personnelle. Je pense qu'il y a un parallélisme que les économistes ont dû créer pour créer le mot littératie. C'est quoi la finance? C'est l'équation financière. Ah. Oui. J'arrive pas à me connecter. Ah bon? Charles, tu as d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres questions là en fait.
Alors, qu'est-ce qu'on avait envie d'entendre là encore? Oui, quand tu dis qu'il y a une maltraitance, il peut y avoir une maltraitance financière le plus souvent familiale, c'est vrai. Nous, gériatres, on a vu ça dans un certain nombre de cas. Ce n'est pas très fréquent, hein. La majorité des familles sont des familles loyales, je pense, vis-à-vis de leurs parents. Mais il peut y avoir aussi une sorte, entre guillemets, de maltraitance de la part du conseiller financier. Oui, ça se voit. Quelquefois, les conseillers financiers ont avantage à proposer certains produits, parce qu'ils gagnent peut-être mieux leur vie avec certains produits, ce que je ne sais pas. Et est-ce qu'ils proposent de temps en temps des produits inappropriés? Alors, c'est là où la réglementation, effectivement, est en train d'évoluer et on essaye de lutter contre cela. Je me rappelle, quand j'ai commencé dans la banque, les forces commerciales étaient très motivées puisqu'elles étaient rémunérées en fonction du nombre de produits qu'elles vendaient. Ce qu'on appelait la bâtonnite. C'est sûr que quand vous aviez en face de vous une clientèle très âgée à qui vous pouviez vendre le produit en disant si, il faut absolument que vous ayez ça, etc., c'est quelque chose de fabuleux. La rémunération des forces de vente dans les établissements financiers a maintenant évolué et n'est plus en fonction du nombre de produits vendus. Alors, il y a toujours une certaine propension parce que commercial, il faut quand même qu'ils vendent, mais ce n'est pas un lien direct et donc c'est effectivement fait pour ceci. L'autre chose, c'est effectivement dans la conception des produits, c'est ce que je disais tout à l'heure, la gouvernance, cette nouvelle gouvernance, c'est de mettre le client au centre et dès la conception du produit. C'est-à-dire définir, voilà, ce produit, il est fait pour tel type de client et pas pour d'autres. Et normalement, je dis bien normalement, et je rejoins la dame qui est intervenue tout à l'heure, normalement, votre force de vente suit les instructions globales. Bon, quand vous avez une force de vente extrêmement importante, vous ne pouvez pas éviter quelques dérapages éventuels. Mais c'est vrai que tout ça est en train d'évoluer et je trouve que moi, j'ai trouvé passionnant en préparant cette intervention de voir ces travaux de l'AMF et de la CPR qui, effectivement, sont en train de se dire, bon, la population va vieillir, on va avoir de plus en plus de troubles cognitifs. Comment est-ce qu'on fait pour que nos conseillers financiers se comportent normalement, dignement et de manière adéquate? Et alors, il y a déjà un certain nombre de maisons qui ont mis sur pied des normes de souscription qui vont et qui s'appuient uniquement sur l'âge, puisqu'il n'y a pas encore ces possibilités d'intégrer des indicateurs qui seraient différents. Donc, on a quand même des règles de souscription avec des règles de capitalisation d'unités de compte qui sont assez strictes, en tout cas chez les grands assureurs. Et ces assureurs, à mon sens, c'est d'ailleurs assez stable. Parce que on n'entend rien. Oui, on n'entend plus rien. Il y a un micro à couper. Merci. Je rebranche. Lorraine, tu es sur mute. Oui, je ne peux pas le rebrancher, moi. Tu es sur mute, Lorraine. Oui. Ah, bon. Alors, aujourd'hui, pour éviter les problématiques juridiques du devoir de conseil, il y a un certain nombre d'acteurs du marché qui ont mis en place des normes de souscription qui sont fonction de l'âge, et particulièrement sur l'exposition au risque action en épargne. Et le cadre est assez strict. On a pris le critère de l'âge parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à prendre, avec la limite du système qui fait que c'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on comprend rien au marché boursier, bon, voilà. Donc, mais le critère de l'âge a une vertu merveilleuse de ne pas être discutable à l'égard d'un magistrat, parce que c'est vraiment le problème qu'on a, hein, bien sûr, quand on distribue des produits financiers, quand on porte le risque, quand on est assureur. Il faut des choses simples à mettre en œuvre et relativement indiscutables pour le juge, puisque on s'expose au risque de défaut de conseil. Donc, le critère de l'âge, on peut comment dirais-je, le déplorer, mais uniquement
en prenant en compte une espérance de vie, tout simplement, qui ne serait pas compatible avec une certaine part d'unité de compte, ou enfin, un certain volume d'unité de compte. Donc, on a quand même l'espérance de vie qui sert, et donc forcément l'âge du souscripteur. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on arrive à résoudre de manière simple et simpliste ce sujet. Alors, il y a une question intéressante Oui, là. exactement, mais ce n'est pas vraiment pour Jean-Pierre, on va dire, mais je pense pour plutôt un gériatre. Oui. Lors d'une admission en EHPAD, quelles sont les obligations du directeur de l'EHPAD donc, pour garantir la sécurité financière du résident? Mais ça, ce n'est pas pour Jean-Pierre, je pense, effectivement. Merci. Alors, qui veut répondre? Moi, je ne sais pas. Quelle est la responsabilité du directeur? Je ne sais même pas s'il en a une. Disons qu'à l'entrée en EHPAD aujourd'hui, on ne rentre pas comme dans un supermarché. Il y a toute une série d'évaluations qui sont faites, notamment une évaluation gériatrique, gérontologique, et on sait parfaitement quel est le niveau cognitif de la personne. Il faut dire que l'entrée en EHPAD est déterminée par une baisse cognitive dans presque 80% des cas. Il y a bien que 20% maximum d'entrées en EHPAD qui se font que pour des questions de gêne, de mobilité ou autre. 80% aujourd'hui, ce sont des troubles cognitifs. Donc, on y rentre toujours avec des évaluations, souvent avec le juge de tutelle a été contacté, et puis le dossier est suffisamment fort pour qu'on prenne toutes les précautions. Et moi, je pense qu'ils prennent des précautions. Mais ce que j'entends aujourd'hui sur l'âge me pose un vrai problème, parce que l'âge, c'est prendre le critère d'âge, ça s'appelle l'agisme, et ça peut se retourner véritablement contre les intérêts de la personne. Voilà. En France, à 75 ans, on n'a pas le droit de louer une voiture. Heureusement, les gens qui sont ici présents ne s'en sont pas rendus compte. Mais si vous n'avez plus le droit de louer une voiture après 75 ans, alors c'est un problème. Eh bien, c'est très embêtant d'utiliser l'âge comme critère de décision aujourd'hui, et c'est même interdit par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2 ans. Alors, il y a une réponse qui a été proposée par Mme Lamazou, qui est que le médecin le MEDCO, quand il y en a un, puisqu'il y a quand même 30% des EHPAD où il n'y en a pas, médecin coordinateur. À peu près, le médecin co a devoir d'avertir le directeur s'il a un doute sur la vulnérabilité du sujet. Effectivement. Et je crois que depuis peu, la personne de confiance doit obligatoirement être nommée aussi à l'entrée en EHPAD, je crois, hein, maintenant. Donc, ouais. Voilà. Bon, écoutez, on va arriver quand même à la fin de notre première session qui a été absolument passionnante, car nous avons maintenant la désignation du lauréat du prix Bernard Forret. Je vais d'abord laisser la parole à Jean-Pierre. Merci Françoise. Effectivement, ce prix Bernard Forret rend hommage à un ancien professeur de médecine interne et de gériatrie, un ancien chef de service de l'hôpital Sainte-Périne à Paris, qui, nous le savons tous, a profondément marqué la discipline de son empreinte. Alors, au-delà de ses qualités de médecin, il s'est toujours impliqué dans l'organisation de notre discipline en présidant la Société française de gériatrie et de gérontologie, le Congrès mondial de gériatrie à Paris en 2009, mais il a été aussi le secrétaire général d'ILC France de 2004 à 2016. Donc, entre Société française de gériatrie et de gérontologie, dont il a été le président, et ILC France, dont il a été le secrétaire général, il n'y avait qu'un pas à franchir pour créer un prix Bernard Forret, porté par ILC France et la SFGG. La thématique retenue pour cette première édition est le numérique en santé. Alors pourquoi ? Eh bien parce que Bernard Forret a toujours pensé que le numérique en santé était une perspective de développement importante dans les années à venir et impliquant la gériatrie et la gérontologie. Le temps lui a donné pleinement raison. Donc nous avons ouvert un appel à candidature à tout candidat francophone. Nous avons reçu un certain nombre de dossiers, créé un jury partageant Société française de gériatrie et ILC France,
Et je vais laisser la parole à Charles Lambert, ILC France, qui a présidé ce jury. Merci Charles, à Jean-Pierre. toi. Donc, merci Jean-Pierre. Alors, j'avais, oui, effectivement, Bernard était un passionné du numérique avant l'heure. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Et la Société française de gériatrie, à l'époque, ça s'appelait comme ça, était la première société savante à avoir un site internet, hein. Ce qui est un pied de nez intéressant. Alors, on a reçu effectivement ce prix qui avait pour objectif de soutenir une recherche ou une action sur le vieillissement en cours ou aboutie, que ce soit dans les sciences humaines, économiques ou sociales. On a reçu et on a sélectionné en fait 22 dossiers de qualité et honnêtement, ils étaient tous intéressants. Et donc, le jury qui était constitué de Monique Ferry, ici présente, d'Alain Franco, ici présent, et de Marie-Belle Pinault, qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir, s'est réuni lors d'une série comme un round Delphi, en fait, a fini par désigner un gagnant. Mais l'ensemble des participants, il y en a un certain nombre qui assistent à la réunion en ce moment et on peut que les remercier. Et nous avons pratiquement de façon unanime désigné un projet parmi les 22 reçus. Et ce projet, on va laisser à son concepteur l'occasion de le présenter très rapidement. C'est le projet qui a été présenté. Alors, je pense que vous voyez mon écran maintenant, ça y est. C'est le projet Pailhello qui a été soutenu par Nicolas Schotter. Et je crois que Nicolas est là aussi. Et on va lui laisser la parole pour présenter le projet Pailhello qui est très en phase avec l'exposé de Jean-Pierre Widmer. Mais évidemment, on a un peu choisi l'exposé de Jean-Pierre Widmer en fonction du lauréat que nous avions retenu. Nicolas, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, merci beaucoup. Vraiment, on est très, très heureux et très honoré de recevoir ce premier prix Bernard Forrette. Et donc, le projet que nous portons s'intitule Pailhello, la carte de paiement que vous pouvez prêter en toute sérénité. Alors, comment est né ce projet? Ce projet, en fait, est né d'une conversation avec ma tante Béatrice, qui est aidante de sa belle-mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et Béatrice me racontait qu'elle devait aller retirer 500 € pour aller les déposer sur la cheminée de sa belle-mère pour que les deux auxiliaires de vie puisse aller lui faire ses courses. Et je trouvais que ce n'était pas rassuré. Et Béatrice non plus n'était pas rassurée. Elle me racontait, mais plus tard, que ce qu'elle faisait d'ailleurs, c'est qu'elle cachait du coup une partie de ses espèces dans les bibliothèques. Mais alors du coup, surgissait un nouveau problème qui était celui de se souvenir dans quel ouvrage elle avait caché cet argent. Alors c'était le 3e, sur la 3e étagère. Enfin bref, c'est tout un micmac. Et à partir de cette expérience de Béatrice, en fait, je me suis rendu compte que les aidants familiaux avaient un vrai problème en ce qui concerne la délégation d'un moyen de paiement aux auxiliaires de vie. Alors, très rapidement, quels sont les problèmes? Comme ça permettra de mieux comprendre quelle est la solution qu'on a développée. Mais donc, ces problèmes, c'est d'abord un problème logistique, parce que souvent, l'aidant doit aller retirer des espèces pour les déposer au domicile du proche aidé. Et sachant que le temps de trajet moyen entre un aidant et son aidé est de 45 minutes, ça fait des déplacements effectivement qui sont chronophages et une source de fatigue supplémentaire. Le deuxième problème, donc, il est lié à la sécurité. Parce que prêter des espèces ne permet pas une bonne traçabilité des dépenses. Et l'alternative, qu'est-ce que c'est? C'est là que ça devient extrêmement risqué. Ce serait que la personne aidée mette à disposition sa propre carte bleue personnelle ou alors fasse un chèque en blanc. Et c'est très risqué puisque ça donne un accès direct au compte bancaire de la personne aidée et vulnérable. Et c'est là, effectivement, que les cas d'abus sont les plus fréquents. Et enfin, le troisième problème, il n'est pas particulièrement lié à l'aidance ou à la dépendance, mais tout simplement, prêter un moyen de paiement est anxiogène. On ne sait pas comment peut-être utiliser cet argent et on peut craindre qu'il soit perdu ou volé. Alors, à partir de ce constat, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de s'inspirer des solutions de gestion des dépenses qui existent dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire quand un employeur donne à ses employés une carte de paiement pour aller déjeuner à l'extérieur, payer des notes de frais, ce genre de choses. Et donc, pourquoi pas adapter ces technologies et les mettre à disposition des particuliers. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Pailhello, qui est véritablement une solution de gestion des dépenses pour particuliers. Et donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. On a d'un côté une application de supervision pour l'aidant familial depuis laquelle il va pouvoir rajouter des fonds sur la carte et déterminer les conditions d'utilisation. Donc, notamment, il va pouvoir définir un plafond quotidien ou certaines catégories d'achats autorisées. Et de l'autre côté, on va avoir une application d'usage pour les auxiliaires de vie, depuis laquelle elles vont voir combien elles peuvent dépenser aujourd'hui. Si jamais ce n'est pas suffisant, elles vont pouvoir envoyer une notification à l'aidant pour lui demander de rajouter des fonds, ce qu'il va pouvoir faire du coup depuis l'application et à distance.
Et enfin, une fois que les courses ont été effectuées, l'auxiliaire de vie va pouvoir prendre en photo le ticket de caisse, ce qui va rassurer l'aidant sur les dépenses effectuées, et être rassuré sur le fait que les dépenses effectuées ont bien été au bénéfice de son proche. Parce que ça, c'est aussi un des points qui m'avait beaucoup frappé lors de mes recherches auprès de différents acteurs, mais notamment des conseillers en gestion de patrimoine qui avaient une clientèle âgée. Ils me racontaient que finalement, le vecteur d'abus financier, enfin, un des vecteurs d'abus financiers les plus fréquents, c'était lié à la gestion du cash. Et c'était finalement pas des sommes très importantes, mais c'était très régulier. Donc, typiquement, une auxiliaire de vie qui irait 3 fois par semaine aller faire des courses pour un ticket moyen à 25 €, en soi, on se dit, bon, c'est pas un problème, sauf que sur ces 25 €, il y en a 5, c'est pour acheter des couches-culottes, par exemple. Ça peut être ce genre de choses. Alors, 5 €, c'est pas grand-chose, mais mis bout à bout, 1 an, 2 ans, ça commence à faire un budget. Donc, pouvoir vérifier effectivement les achats effectués est, je pense, quelque chose d'important pour les aidants familiaux. Donc, voilà la solution qu'on est en train de développer. On espère lancer le pilote en septembre auprès de différentes agences de services à la personne dans la région de la Manche où on est installé actuellement. Et donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, vraiment un grand merci pour ce prix qui nous encourage beaucoup à continuer et à le mener à terme. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières à Nicolas Schotter? Non. Il n'y a pas de question parce que l'exposé était très clair. Et c'est vrai qu'un instrument de ce type est probablement très, très, très utile dans le cadre des aidants qui se font du souci. Je trouve que c'est un projet magnifique, d'autant plus qu'il est opérationnel. Donc, oui. Il y a souvent des projets qui ont des difficultés à être finalement finalisés. Ça n'est pas le cas de celui-ci. Donc, oui, ce qui est très astucieux dans ce projet, c'est que en fait, la technologie de carte bancaire bridée, partageable existe déjà. Et là, vous l'avez adapté en fait à une situation particulière. En fait, la personne âgée dépendante à domicile. En fait, c'est couplé à une application. Ça, c'est intéressant. Absolument. Ouais. Et j'aimerais savoir ce que Jean-Pierre Widmer en pense, lui qui est notre financier. Il ne m'entend pas, là. Si, mais j'étais sur mute. Non, je cherchais à non, moi, comme je l'avais dit lors d'une de nos réunions, moi, j'ai trouvé ce projet extrêmement intéressant. Je trouve que vous aviez à la fois la simplicité et le côté pratique pour effectivement des situations qui ne sont pas toujours très simples à gérer. Et ça, c'est bravo. Hein. Belle idée. Et c'est vraiment une très, très belle, un très beau projet. Donc, mérité. Bravo. Écoutez, merci beaucoup. Mais enfin, en tout cas, oui, c'est une solution qui est très simple, mais pour un problème qui est courant, enfin qui est simple aussi, mais qui est courant. Et donc, on espère vraiment que ça permettra de soulager le quotidien des aidants, mais également celui des auxiliaires de vie, parce que ce qui peut être difficile pour les auxiliaires de vie, c'est finalement de se retrouver un peu en porte-à-faux, accusé d'une part par une personne aidée qui commencerait peut-être et qui l'accuserait à tort d'avoir fait des opérations de type frauduleuse ou je ne sais quoi, et de l'autre côté un aidant familial qui du coup ne sait plus qui croire entre l'auxiliaire de vie et la personne aidée qui commence un peu à perdre la tête. Donc effectivement, pour le professionnel aussi, ça peut être une réponse à un problème. Dans tous les cas, l'idée c'est vraiment de pouvoir restaurer la confiance, ou du moins la facilité entre les différentes parties prenantes autour de cette question. Donc, merci encore une fois. Ouais. J'ai une petite question. Alors, je n'ai pas ma caméra, juste par curiosité. Si chaque particulier, en fait, donne une carte à son auxiliaire de vie, est-ce que l'auxiliaire de vie ne va pas se retrouver au final avec plein de cartes? Est-ce que vous avez réfléchi à une solution qui pourrait permettre, par exemple, à l'auxiliaire de vie d'avoir une seule carte et du coup pouvoir gérer plusieurs comptes clients, peut-être, mais sur une seule et même carte? Oui, alors absolument. Donc, cette question est tout à fait pertinente. Il y avait plusieurs cas de figure. Soit, en fait, effectivement, l'aidant imprime autant de cartes, commande autant de cartes qu'il y a d'auxiliaires de vie autour de son proche. Mais ça, c'est impraticable parce que souvent, il va y avoir plusieurs auxiliaires de vie, 2, 3, et puis il va y avoir un turnover important au niveau des auxiliaires de vie. Donc, du coup, la solution qu'on a adoptée, c'était non pas c'était d'avoir une seule carte par idée,
et de s'inspirer en fait de la routine des auxiliaires de vie, dans le sens où une auxiliaire de vie, quand elle arrive au domicile de la personne aidée, souvent elle va avoir un téléphone qui va lui permettre de pointer et de dire, donc moi Véronique, j'arrive au domicile d'un tel et je commence mon intervention. Une fois qu'elle part, elle va pointer également pour dire j'ai fini mon intervention. Et bien là, on a mis en place le même mécanisme en fait. On a une carte qu'on laisse à disposition sur la cheminée par exemple, et une auxiliaire de vie autorisée à utiliser la carte va dire, moi Véronique, j'emprunte la carte. À ce moment-là, la carte va être débloquée et on va savoir que c'est bien Véronique qui utilise la carte pour faire les différentes opérations. Ce qui nous permet une traçabilité sur les dépenses effectuées. Une fois que Véronique a fini les cartes, elle va finir les achats, pardon, elle va pouvoir replacer la carte là où elle a trouvé et du coup, le lendemain, sa collègue va pouvoir également utiliser la carte. Donc, c'est le système qu'on a mis en place. Effectivement, on a longtemps débattu en interne pour savoir si on équipait chacune des auxiliaires de vie d'une carte personnelle et mise à son propre nom. Mais ça paraissait un peu compliqué par rapport à des questions de responsabilité, des directeurs d'agence qui n'auraient pas forcément suivi, parce qu'ils n'ont pas envie d'être auprès de ces questions de gestion de l'argent. Donc, voilà le système qu'on a développé. Merci beaucoup, c'est très clair. Ça veut dire que Véronique ne peut pas avoir la même carte pour Madame Dupont, Madame Durand, Madame Dubois. Non, en fait, l'idée, c'est effectivement qu'on ait un porte-monnaie électronique finalement qui soit posé sur la cheminée. Et de la même manière qu'elle prendrait l'argent chez Madame Dupont pour faire les courses de Madame Dupont, puis ensuite elle prendrait l'argent chez Madame Dubois, de la même manière, elle prendrait la carte de Madame Dupont pour faire les courses de Madame Dupont et la carte de Madame Dubois pour faire les courses de Madame Dubois. C'est comme ça qu'on a conçu la solution pour le moment. Et du coup, c'est une solution qui va être payante pour les familles? Oui, c'est l'aidant familial, c'est la famille qui paye du coup. Oui. D'accord, merci. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup de votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions irrépressibles, parce qu'on arrive au terme habituel de nos réunions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va d'abord remercier très très chaleureusement Jean-Pierre Wittmer de son exposé qui a été tout à fait remarquable. Et dans Claude Delquer nous écrit là qu'il devrait être présenté aux jeunes, que ce soit les jeunes qui s'habituent à avoir une gestion financière cohérente jusqu'à la fin de leur vie, mais ce n'est pas à ça qu'on pense, je pense, quand on a 25 ans. Mais c'est peut-être dommage, effectivement. Donc un grand merci Jean-Pierre. On va remercier aussi tous les candidats qui nous ont présenté des projets qui étaient tous intéressants, vraiment tous intéressants, et puis féliciter une dernière fois notre lauréat pour son très très beau projet, et je repasse la parole à Jean-Pierre Aquino. Jean-Pierre t'es sur mute. Jean-Pierre qui est sur mute. Je disais, ça y est, j'ai retrouvé ma voix. Voilà. Merci Françoise, merci à tous et à toutes, et nous vous donnons rendez-vous le 7 juin à 18 h pour un autre webinaire qui nous conduira à Ottawa, ou plus exactement grâce à la visioconférence. Nous aurons le plaisir d'écouter une psychologue, professeure à l'Université d'Ottawa sur l'aide aux aidants, mais non pas sous l'angle délétère, pénible, difficile, qui peut être une réalité, mais plutôt sous l'angle quels sont les bénéfices secondaires de l'aide apportée à un proche. Donc, à suivre le 7 juin à 18 h. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci encore Jean-Pierre. Merci Françoise. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.